Clearwater Springs, petite ville paisible de Floride, était surtout connue pour ses vergers d'agrumes et son climat doux. Mais derrière les clôtures blanches et les jardins bien entretenus, un drame se préparait, insoupçonné. Julia Banks, 28 ans, y vivait depuis toujours. Aimée de tous, elle incarnait cette gentillesse rare qui dépasse les simples actes. Pour elle, secourir les animaux blessés n'était pas une passion, c'était une vocation. Ratons laveurs orphelins, opossums blessés, hérons tombés du nid. Elle les accueillait, les soignait, puis les relâchait. Mais un seul d'entre eux ne repartit jamais. Un bébé alligator trouvé près d'un marais à la lisière des Appalaches, un été de 2018. Il ne mesurait pas plus de 20 cm, son ventre était moucheté de bandes claires. Ses yeux exorbités trahissaient une vulnérabilité déchirante. Là où d'autres auraient reculé, Julia vit une vie à protéger. Elle le prit dans une serviette, le ramena chez elle et l'appela Riff. Le lien fut immédiat, presque dérangeant dans son intensité. Julia disait en riant que l'alligator s'était imprimé sur elle, comme un caneton. Il la suivait du regard, répondait à sa voix, semblait la reconnaître. Grâce à son centre de réhabilitation, elle obtint un permis spécial pour le garder légalement. Elle l'éleva comme un enfant, avec patience, méthode, tendresse. Au départ, Riff vivait dans un enclos chauffé, avec un petit bassin artificiel. Julia le nourrissait à la main, tapotant la cuillère contre la paroi pour signaler l'heure du repas. Son alimentation était soigneusement préparée, dinde hachée, compléments vitaminés. Elle documentait chaque progrès, chaque changement, persuadée qu'il était différent. Mais Riff grandissait. À 3 ans, il dépassait 1,50 m, à 5, il atteignait les 2,40 m. Ses muscles se formaient, sa mâchoire gagnait en puissance. Les agents de la faune vinrent inspecter son habitat. Ils exprimèrent leur crainte avec fermeté. Aucun alligator, aussi familier soit-il, n'efface jamais ses instincts. L'odeur du sang, le mouvement brusque, la sensation de territoire pouvaient à tout moment tout faire basculer. Julia, pourtant, refusait d'entendre raison. Pour elle, Riff n'était pas un prédateur, mais un compagnon fidèle. Elle nageait dans la piscine avec lui, posait sa tête sur sa cuisse, riait face à l'objectif des caméras. Les réseaux sociaux se remplirent de vidéos où elle le caressait, de clichés où il dormait paisiblement à ses pieds pendant qu'elle lisait. Elle cultivait une image, celle de la femme qui avait apprivoisé l'impossible. Mais derrière cette image se cachaient des signes. Les experts parlaient de conditionnement, pas d'attachement. Les mouvements calmes de Riff n'étaient pas des preuves d'amour, mais des habitudes acquises. Son obéissance apparente ne garantissait rien. Et pourtant, Julia persistait, aveuglée par l'idée romantique d'un lien unique entre l'homme et la bête. Au fil des mois, Riff devint une véritable force de la nature. En 2023, il pesait près de 140 kilos. Son museau était large, sa queue, longue et redoutable, capable de briser un os en un seul coup. Son régime alimentaire avait changé. Poulets entiers, rats congelés, poissons lancés à distance. Mais Julia, elle, continuait à descendre dans l'eau avec lui, à lui parler comme à un vieil ami. En 2022, Riff atteignit une taille de 2,30 mètres. Son regard avait changé. Il n'y avait plus la curiosité naïve du petit orphelin, mais une vigilance froide, ancestrale. Il avait grandi. Il n'était plus un rescapé, mais un prédateur accompli. Julia, pourtant, refusait de le voir. Elle le traitait comme s'il n'avait pas changé, comme s'il était resté ce petit être fragile ramassé dans les roseaux. Des voisins commencèrent à s'inquiéter. Certains entendirent des sifflements gutturaux, virent des jets d'eau brusques contre les grilles. Une adolescente affirma que Riff s'était rué contre le grillage, la gueule ouverte. L'agent Kenneth Lille, de la Florida Wildlife Commission, nota dans son rapport la taille impressionnante de l'animal, l'état de son enclos, et surtout, l'attitude obstinée de Julia. « Ce n'est pas un chien, Julia », lui dit-il sèchement. L'instinct finit toujours par dominer. Mais elle se contenta de sourire. Elle croyait encore que l'amour pouvait tout dompter. Quelques semaines plus tard, Julia publia une vidéo où elle apparaissait en tailleur près de la piscine, Riff allongé à quelques mètres. Elle riait doucement, murmurant à la caméra, « Il est incompris. Il n'est pas dangereux. Il a juste besoin de confiance. » Les commentaires, eux, n'étaient pas tendres. On la suppliait de se méfier, de le relâcher, de ne plus entrer dans l'eau. Certains parlaient d'un accident inévitable. Julia ne répondit pas. Peut-être avait-elle lu ces mots, peut-être pas. Mais la vérité, elle, approchait à grands pas. Et l'été suivant,
Elle frapperait. Le 18 août 2023, l'air à Clearwater Springs était épais, saturé d'humidité, chaque respiration semblait coller à la gorge. Le soleil frappait sans relâche sur les toits blancs et les clôtures en bois. Julia Banks sortit dans son jardin comme elle l'avait fait des centaines de fois. Dans une main, elle portait un seau contenant une écumoire. L'eau de la piscine avait verdi, couverte d'algues en surface. Rien d'alarmant. Rien qui ne justifie la moindre crainte. Reef flottait dans le petit bassin, son imposant corps immergé à moitié. Seule sa tête émergeait, immobile. Ses yeux, fendus comme ceux d'un dinosaure, semblaient clos. Il ne bougeait pas même lorsque Julia passa près de lui. D'un geste routinier, elle attacha ses cheveux, enleva ses sandales et entra dans l'eau en maillot, l'air serein. Son regard se posa brièvement sur Reef. Elle murmura, « Ça ne prendra qu'un instant, mon grand. Sois sage. » La scène était presque paisible. Pourtant, sous l'eau, les muscles de Reef étaient tendus comme des câbles d'acier. Quelques heures auparavant, il avait été nourri, un repas copieux de poulets entiers et de poissons. Mais ce repas, loin de l'apaiser, l'avait rendu nerveux. Un phénomène bien connu des spécialistes, la période suivant l'alimentation pouvait déclencher des comportements agressifs, surtout chez un animal territorial comme lui. Julia ignorait cela, ou ne voulait pas le voir. Elle écumait la surface, rassemblant feuilles et débris, son attention flottant entre la tâche banale et ses pensées. Reef, quant à lui, était parfaitement silencieux. Puis, dans un éclair, il bougea. Sa queue passa sous les jambes de Julia. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, ses mâchoires claquèrent sur sa cuisse droite. Une pression titanesque, écrasante, fit vaciller tout son corps. Elle hurla. Un cri brut, animal, perça le ciel brûlant de l'après-midi. Reef se mit immédiatement à tourner sur lui-même, entamant une roulade mortelle. L'eau éclaboussa violemment. Julia se débattait, les bras désespérément projetés vers la surface. Son visage tordu par la douleur, elle hurla encore, mais Reef la faisait tourner, la tirait vers le bassin principal, plus profond. Elle tenta de frapper, de repousser cette force qui la broyait, mais son agresseur n'était pas une bête ordinaire. Il était né du marais, descendant de millions d'années de prédation pure. Et ce jour-là, il ne la reconnaissait plus. Clara Monroe, sa voisine, taillait un massif de lavande quand elle entendit le cri. Un cri qui la fit lâcher ses outils. Elle courut jusqu'à la clôture. De l'autre côté, elle aperçut une scène de cauchemar. Reef, furieux, brassait l'eau avec violence. Julia se débattait, hurlait, et le sang, déjà, teintait la piscine. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes. 911 ? Il y a un alligator. Il attaque ma voisine. Elle crie. Il y a du sang partout. Faites vite. Les voisins commencèrent à sortir. Certains accouraient vers la clôture. D'autres restaient figés sur leur perron, incapables de détourner les yeux. Les cris de Julia devinrent étouffés, sa tête disparaissait sous l'eau, réapparaissait un instant, puis était de nouveau engloutie par la force des rotations. L'eau était trouble, rougie, secouée de vagues. Reef ne s'arrêtait pas. La panique monta. L'un des voisins, un homme en chemise de travail, tenta d'escalader la clôture, mais une voisine l'en dissuada, en larmes. Tous comprenaient qu'intervenir serait se jeter dans la gueule du monstre. Les sirènes, enfin, rompirent le silence. En moins de 8 minutes, les équipes de secours étaient là, ambulanciers, pompiers, agents de la faune. Ils coururent jusqu'à la piscine, accompagnés de rangers munis de longues perches, de filets, de fléchettes tranquillisantes. Julia flottait, inerte. Son corps était pâle, meurtri, presque désarticulé. Des marques de morsures profondes couvraient sa jambe droite, lacérée jusqu'à l'os. Reef tournait encore, comme s'il défendait son territoire. L'eau, brassée, ne laissait que peu voir, mais les rangers savaient, le temps pressait. Dans une manœuvre périlleuse, 2 agents distraient Reef pendant que les ambulanciers récupéraient le corps de Julia. Elle respirait encore, mais faiblement. Son visage était livide, et chaque battement de cœur semblait suspendu à un fil. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de Clearwater General. En salle de trauma, une équipe chirurgicale tenta l'impossible, arrêter l'hémorragie, nettoyer les poumons, stabiliser les fonctions vitales. Mais les dommages étaient trop graves. Julia avait perdu trop de sang. Son système s'était effondré. À 22h37, dans une chambre froide et impersonnelle, Julia Banks fut déclarée morte.
Clearwater Springs, jusqu'alors tranquille, fut secouée par la nouvelle. Une femme adorée, une protectrice des animaux, venait de mourir attaquée par la créature qu'elle aimait le plus. Et dans sa piscine, le sang n'avait pas encore été entièrement lavé. Le lendemain de l'attaque, la rue résidentielle de Clearwater Springs baignait dans un silence tendu, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les voisins parlaient à voix basse, les volets restaient clos plus longtemps que d'habitude, et les enfants n'osaient pas sortir jouer. Le portail du jardin de Julia était resté entrouvert, un seau renversé à côté de la piscine, désormais vide de toute trace de lumière ou de vie. Peu après l'aube, les agents de la Florida Wildlife Commission revinrent sur les lieux. Reef n'avait pas fui. Il était là, immergé dans l'eau trouble du bassin principal, sa forme sombre glissant lentement sous la surface, comme s'il attendait. Il ne montrait ni agitation ni remords. Car les alligators ne regrettent pas. Ils survivent. Les préparatifs furent discrets, méthodiques. Une équipe spécialisée en manipulation de grands reptiles installa des barrières de contention autour de la piscine. Les perches tranquillisantes furent chargées. Le tir fut précis, une fléchette plantée dans le muscle épaissi de sa patte arrière. Reef réagit à peine. Il tourna lentement sur lui-même, puis, quelques minutes plus tard, son corps s'immobilisa à la surface. Avec précaution, les agents l'extrayèrent de l'eau à l'aide de cordes et de harnais. Il était massif, impressionnant même dans l'inertie. Une fois chargé dans un conteneur de transport sécurisé, Reef fut conduit dans un centre de gestion de la faune sauvage situé à plus de 2 heures de route. Là, sans cérémonie, il fut euthanasié, conformément au protocole d'État pour les animaux ayant causé la mort d'un être humain. L'acte, purement administratif, visait à éliminer le danger. Aucune mention de son histoire. Aucun regard vers ce qu'il avait représenté. Mais dehors, à Clearwater Springs, la nouvelle de la mort de Julia et de l'exécution de Reef se répandait à grande vitesse. Dans les cafés, les églises, les écoles, les conversations tournaient autour d'un seul nom, Julia Banks. Tous avaient quelque chose à dire sur elle. Certains se souvenaient d'un raton laveur blessé qu'elle avait sauvé, d'un pélican relâché après des mois de soins. D'autres évoquaient sa voix douce, son sourire bienveillant, ou la manière qu'elle avait de parler aux animaux comme à des enfants. La ville entière semblait en deuil, partagée entre chagrin et incompréhension. Comment une femme aussi douce, aussi prudente dans sa manière d'aimer les bêtes, avait-elle pu mourir de la main, ou plutôt de la mâchoire, de celui qu'elle avait le plus chéri? Une veillée fut rapidement organisée au parc municipal. Dès le soir suivant, des dizaines de personnes s'y rassemblèrent, bougies à la main, visage grave. Un hôtel improvisé prit forme, des photos de Julia, un petit crocodile en peluche, une pancarte sur laquelle on lisait « Pour Julia, qui croyait en tous les cœurs, même les plus anciens ». Au micro, les témoignages s'enchaînèrent. Certains pleuraient en silence. D'autres s'exprimaient la voix brisée. Elle ne voyait pas la peur dans les crocs, dit un homme d'une 60aine d'années, collègue dans le centre de réhabilitation. Elle voyait la douleur, l'abandon, le besoin. Elle ne regardait jamais une bête comme un danger, mais comme une promesse. Puis ce fut au tour de Sarah Middleton, ancienne collaboratrice de Julia, de prendre la parole. Elle l'aimait, dit-elle à voix basse. Et c'est peut-être ça qu'il a perdu. À force de vouloir soigner la nature, elle a oublié qu'on ne la contrôle jamais. Reef n'était pas un monstre. Il était ce qu'il a toujours été. Un alligator. Un prédateur. Et l'amour ne change pas cela. Ces paroles, dures mais sincères, firent écho à une question plus large qui commençait à émerger dans les médias. Les articles ne se contentaient plus de relater les faits. Ils soulevaient désormais un débat de fond. Faut-il autoriser la détention d'animaux sauvages en milieu domestique? Et si l'amour ne suffisait pas, quelles limites fallait-il poser? Les plateaux télé se remplirent d'experts. Le docteur Marcus Lanning, herpétologue reconnu, expliqua avec gravité « L'erreur de Julia, c'est une erreur humaine fréquente. Elle a confondu lien affectif et transformation biologique. Elle pensait qu'en nourrissant Reef, en partageant son espace, elle l'avait transformé. Mais on ne réécrit pas l'ADN. On peut apaiser un instinct, jamais le supprimer. » Il fut rejoint par le docteur Léa Torres, comportementaliste animal, qui ajouta « Reef n'était pas un chien. Même si elle le traitait comme tel, son comportement était prévisible pour un spécialiste. Le jour de l'attaque, il venait d'être nourri. Il était territorial, irritable. Les signaux étaient là, les grognements, les claquements de queue, les ruées. Mais l'attachement émotionnel rend aveugle. La polémique enfla. Certains journalistes posèrent des questions dérangeantes.
Pourquoi le permis spécial avait-il été renouvelé alors que Riff dépassait largement les normes de taille pour une détention résidentielle? Pourquoi aucun contrôle renforcé n'avait été imposé? Les autorités, mises sous pression, annoncèrent une révision du cadre législatif. La Florida Wildlife Commission ouvrit une enquête interne. Une proposition de loi fut soumise pour interdire définitivement la garde d'alligators adultes dans des zones résidentielles. Et tandis que les débats s'enflammaient, la maison de Julia restait vide. Le portail était scellé, un avis officiel cloué sur la porte, zone placée sous contrôle. Accès interdit au public. Mais les riverains, eux, continuaient de venir y déposer des fleurs, des mots, parfois de simples dessins d'animaux. Le patio, jadis baigné de lumière et de rire, portait encore les traces de la tragédie. Les tuiles, partiellement nettoyées, gardaient des marques sombres. Le bassin, désormais recouvert d'une bâche, n'émettait plus aucun son. Et dans la ville, une chose avait changé à jamais, la confiance, autrefois totale, envers la possibilité d'une cohabitation sans limite avec la nature sauvage. Les semaines qui suivirent la mort de Julia Banks furent marquées par un mélange étrange de recueillement, de remords collectifs et de controverses publiques. Clearwater Springs, jadis simple et paisible, était désormais au cœur d'un débat national. Le nom de Julia devint un symbole, invoqué à la fois par les défenseurs des droits des animaux et les responsables de la sécurité publique, chacun tirant de sa tragédie une leçon différente, une justification à leurs convictions opposées. Dans les écoles locales, les enseignants abordaient désormais les notions de faune sauvage avec une prudence renouvelée. Les enfants posaient des questions qu'ils ne posaient pas avant. Mais pourquoi elle a gardé un alligator? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Des réponses furent tentées, hésitantes, parfois maladroites. Car au fond, personne ne pouvait vraiment expliquer ce qui s'était passé dans l'esprit de Riff. Et plus douloureusement encore, ce qui s'était passé dans celui de Julia, durant ces 5 années où elle croyait l'impossible possible. La Florida Wildlife Commission publia un rapport complet. On y retrouvait des détails techniques sur l'évolution de Riff, les conditions d'hébergement, les précédents signalements, les recommandations ignorées. On y lisait aussi, entre les lignes, une gêne institutionnelle. Car les alertes avaient existé. Les avertissements aussi. Et pourtant, Julia avait continué. Protégée par son statut, son charisme, sa réputation impeccable. Même ceux qui doutaient de son jugement avaient hésité à la contrer frontalement. La conclusion du rapport fut sans appel. L'incident de Clearwater Springs illustre les limites critiques de l'interaction humaine avec les prédateurs sauvages et l'échec systémique à faire respecter les seuils de danger, malgré les signaux évidents. Ce document précipita l'adoption de nouvelles lois. La Floride interdit désormais formellement la détention à long terme de toute espèce de reptile dépassant une certaine taille. Les permis spéciaux furent suspendus en attente de révision. Pour beaucoup, c'était trop tard. Mais certains espéraient que cette réforme, née dans le sang, empêcherait d'autres tragédies. Dans la maison familiale de Julia, ses parents vinrent vider les lieux. Ils travaillaient en silence, boîte après boîte. Sa chambre d'enfant, son bureau rempli de carnets de soins, de dossiers vétérinaires, de croquis annotés de ses animaux. Tout était méthodiquement trié, mais un objet retint leurs mains. Une vieille photo, encadrée, montrant Julia en robe d'été, un bébé alligator lové dans une serviette sur ses genoux. Son sourire était radieux. Leurs regards semblaient liés. Elle y croyait vraiment, dit sa mère dans un souffle. Jusqu'au bout. Ses cendres furent dispersées dans la forêt, près d'une clairière qu'elle aimait visiter. Un petit panneau y fut installé, entouré de pierres blanches et de fleurs sauvages, portant ces mots simples. Ici repose Julia Banks. Elle a aimé sans peur. Mais la nature n'oublie jamais ce qu'elle est. Ce lieu devint un point de passage. Des vétérinaires, des biologistes, des visiteurs anonymes venaient s'y recueillir. Certains laissaient des lettres, d'autres de petits objets, plumes, coquillages, dessins. Tous, à leur manière, tentaient de faire la paix avec cette histoire. Et pourtant, les questions persistaient. Riff avait-il été conscient de ce qu'il faisait? Julia avait-elle compris, dans ces derniers instants, que tout son amour n'avait pas suffi? Le lien qu'elle croyait indestructible s'était-il brisé, ou n'avait-il jamais été réel? Des spécialistes se disputaient encore à ce sujet, mais une voix s'éleva au-dessus des autres, celle du docteur Léa Torres, qui avait suivi l'affaire jusqu'au bout. Le problème, ce n'est pas Riff. Ce n'est pas Julia. C'est notre besoin de croire que la nature peut s'adapter à nos émotions. Nous voulons qu'elle nous reconnaisse, nous obéisse, nous aime. Mais les animaux sauvages ne partagent pas notre logique. Ils répondent à des codes anciens, inscrits dans leur chair. Elle conclut, lors d'une interview devenue virale,
Le danger commence quand l'affection remplace la compréhension. Les réseaux sociaux, eux, continuaient de partager les anciennes vidéos de Julia. Certains la montraient riant dans sa piscine, Riff à ses côtés. D'autres capturaient des moments intimes, un baiser soufflé à travers la vitre de l'enclos, un geste tendre sur son museau rugueux. Pour les uns, ces images incarnaient la beauté d'un lien unique. Pour les autres, elles étaient devenues les preuves d'un déni tragique. Avec le temps, l'agitation médiatique s'apaisa. La ville retrouva peu à peu son calme. Mais dans la mémoire collective, la silhouette de Julia restait gravée. Non pas comme une simple victime, ni même comme une héroïne incomprise. Mais comme un rappel, celui que la nature, aussi proche puisse-t-elle sembler, reste souveraine. Et dans son jardin déserté, la piscine fut définitivement comblée. À sa place, la ville planta un chêne blanc, symbole de force et de mémoire. Il poussa lentement, mais chaque feuille, chaque branche qui grandissait semblait porter en silence cette vérité irrévocable. Les animaux sauvages ne sont pas des jouets, ni des enfants, ni des rêves. Ce sont des forces anciennes. Et quiconque cherche à les modeler à son image doit se souvenir que la nature, elle, ne change jamais.